Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Nous avons l'honneur de recevoir Madame Eudoxie Larose de Varennes. Bonjour Eudoxie. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue parmi nous aujourd'hui. Donc, nous réfléchissions et nous nous sommes rencontrés la première fois il y a 8 ans. Oui, tout à fait. Donc, je suis très heureuse de vous recevoir à nouveau et vous allez nous donner de vos nouvelles. Nous allons parler aujourd'hui de la phobie scolaire. Donc, vous le savez tous, beaucoup de nos enfants souffrent de phobie scolaire. Donc, boule au ventre, crise, pleurs, vomissements. Votre enfant se rend littéralement malade à l'idée d'aller à l'école et franchir la porte d'une salle de classe paraît impossible. Malgré sa volonté sincère d'y aller, alors le départ à l'école, que ce soit au collège ou au lycée, peut représenter une véritable épreuve pour certains enfants et vous le savez Eudoxie, vous allez nous en parler. Alors on a des parents qui sont désemparés face à cette situation et qui ne parviennent pas à faire la différence entre comédie et réelle détresse émotionnelle. En France, entre 1 à 3% des élèves seraient concernés par la phobie scolaire, qui est considérée la plupart du temps comme des élèves paresseux ou décrocheurs. Ils sont peu à peu écartés du système scolaire. Pourtant, ils veulent apprendre et ont les capacités nécessaires pour suivre ces études. Alors, comment reconnaître une phobie scolaire? Eudoxie, je vais me tourner vers vous. Vous avez été longtemps vice-présidente et chef de service à l'association Phobie scolaire. Oui. Vous avez vous-même souffert de phobie scolaire toute votre enfance et vous avez arrêté l'école à l'âge de 16 ans après une seule journée en classe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours d'il y a longtemps avant de parler de votre nouvelle vie? En fait, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours souffert de phobie scolaire depuis mon plus jeune âge. J'avais du mal à m'intégrer, j'avais des symptômes, mal au ventre, de l'appréhension, mais je le cachais en fait systématiquement, donc je compensais énormément et c'est le cas des enfants qui sont touchés par la phobie scolaire. Donc du coup, je me forçais à aller à l'école et je gérais mes crises d'angoisse moi-même, sans en parler à personne. Et j'ai subi du harcèlement, donc notamment des élèves, des professeurs, qui font que j'ai été scolarisée à distance au CNED à un moment donné dans ma scolarité. Et j'ai changé énormément d'établissement, je crois à peu près chaque année, en espérant à chaque fois que je puisse m'intégrer, mais sans succès. Et donc effectivement, jusqu'à arriver en classe de seconde à faire une journée à la rentrée, à me dire que c'était plus possible de me forcer. Et là, j'ai tout révélé à ma mère et j'ai dit que j'arrêtais. Qu'est-ce qui se passait maintenant avec le recul, puisque vous êtes dans la vie active, vous allez nous expliquer ce que vous êtes devenu. Qu'est-ce qui se passait en vous? C'était quoi? Les élèves, la façon de faire, c'était quoi? C'est vrai que c'était les élèves, il y avait un décalage en fait réel, je pense une différence de maturité. Moi je me sentais pas vraiment concernée, on n'avait pas la même façon d'aborder les choses et c'est vrai que j'étais très en retrait, donc j'ai peut-être suscité, comme je dis, on peut susciter ce qui nous arrive, pour autant on ne le mérite pas, on ne mérite pas d'être harcelé, mais c'est vrai que par l'attitude dans laquelle j'étais, forcément ça générait, je pense, une certaine agressivité, une certaine incompréhension des autres élèves. Donc j'étais vraiment en décalage par rapport à ça. Je n'étais pas une adolescente, on va dire, comme les autres. Et donc je me renfermais de plus en plus, en fait. Vous n'aviez pas de copine? Non, j'avais pas de... j'étais vraiment... Ou alors des personnes beaucoup plus âgées. Je m'entendais mieux avec les adultes, mais c'est vrai que les adolescents, c'était un petit peu compliqué. C'était compliqué. Donc, vous l'avez dit, vous avez souffert de phobie scolaire durant 10 ans. Et finalement, c'est le milieu associatif qui vous a aidé à sortir de votre phobie sociale au travers, tout d'abord, de votre engagement dans cette association pour personnes en situation de handicap. Et ensuite, de votre engagement dans l'association phobie scolaire. Mais aussi, vous dites une histoire d'amour à distance, car la personne avec qui vous étiez en Belgique vous a aidé en quelque sorte? L'histoire en soi m'a forcée. Ce qui est assez amusant, c'est que j'avais 18 ans, donc on s'est rencontrés à distance et j'étais obligée de prendre le train, on devait bien se rejoindre.
Et ce qui est amusant, bon, c'est que j'étais en phobie sociale, donc quand j'ai annoncé à ma mère que j'envisageais de prendre le train pour aller rejoindre la personne, alors que moi-même j'étais pas capable, par exemple, d'aller à la boulangerie, c'était un petit peu pour elle étrange comme façon de. Enfin bon, elle était un peu surprise, mais ça m'a forcé. En fait, je me suis donné des objectifs, des challenges. Ça m'a forcé à sortir de ma bulle et à devoir effectivement faire des trajets de plus en plus distants. Enfin, au départ, on s'est retrouvé à Paris. Ensuite, vraiment, j'ai pris le train pour aller jusqu'en Belgique. Et quand j'avais entre deux trains que j'étais à Paris, je me donnais des petits exercices pour essayer de réussir à surmonter la phobie sociale. Comment ça s'est passé ? Au début, c'était compliqué. Quand j'étais à Paris, j'étais apeurée. Enfin, c'est vrai que je connaissais pas du tout la capitale. J'étais un peu perdue. Prendre un verre, c'était inenvisageable. J'allais d'un point A à un point B. J'attendais mon train des fois pendant des heures. Et puis, au départ, je me suis dit, c'est ridicule. Enfin, il va falloir que je me force à sortir de cette zone de confort, entre guillemets. Au départ, je me disais, je vais essayer d'aller prendre un verre, voir si j'y arrive. Ensuite, j'essaierai de prendre un déjeuner quelque part. Et petit à petit, j'arrivais à lutter un peu contre les crises d'angoisse de cette façon-là, parce que des fois, c'était vraiment compliqué. Est-ce que vous avez essayé de vous faire aider pendant tout ce laps de temps par des psychologues, des psychiatres ? Est-ce qu'on vous a aidé à comprendre ? Non, j'avoue que il aurait peut-être fallu. Je dis pas que qu'il faut pas avoir de suivi dans ces cas-là, parce que ça a quand même pris 10 ans. C'est énorme dans une vie, 10 ans. Mais je me suis, on va dire, aidée moi-même. Enfin, j'ai essayé de devenir l'adulte que j'aurais aimé avoir quand j'étais dans cette période-là. Donc je me suis vraiment peut-être poussée. J'ai vraiment poussé dans les extrêmes. Je me suis donné des défis des fois qui étaient un petit peu peut-être trop compliqués à relever, mais je me suis vraiment forcée, comme je me forçais à aller à l'école d'ailleurs, pour essayer d'en sortir. Est-ce que vous savez ce qui a déclenché cette phobie ? Parce que ça a duré 10 ans, mais avant, vous n'en aviez pas ? En fait, je pense qu'elle y était. Je pense que tout est parti à l'âge de 2 ans. En fait, il y a plusieurs facteurs. La phobie scolaire, il peut y avoir le harcèlement, une précocité non détectée, et ce qu'on appelle l'anxiété de la séparation, liée par exemple à un décès dans la famille. Et moi, j'avais les 3, donc les 3 facteurs. Et je me suis souvenue que j'avais perdu effectivement mon parrain à l'âge de 2 ans. Et je pense que ça a été l'élément déclencheur. À partir de ce moment-là, je voulais plus être loin de la maison, comme si rester à la maison, ça pouvait empêcher une catastrophe quelconque. Et j'ai réussi à me rendre compte que c'était ça, en fait, la cause de l'anxiété, de la séparation. Bon, bien que j'aime pas vraiment ce terme, mais c'est ça. Oui. Parce que souvent, on dit que c'est la faute de la mère, que c'est la mère qui est un petit peu trop présente. Et en l'occurrence, ici, c'était pas le cas. Il y avait effectivement un lien fusionnel avec ma mère. Mais c'était lié au décès de mon parrain, à la peur d'être éloigné de la maison et qu'il se passe quelque chose. Le fait de pas maîtriser en fait ce qui peut se passer, mais c'est complètement, c'est pas du tout évidemment rationnel, j'allais dire. Au sein de votre association, où vous avez été donc vice-présidente, cette association Phobie scolaire, vous receviez quel genre d'enfants et d'adolescents ? On avait beaucoup des adolescents de précoces non détectés ou qui avaient subi du harcèlement, et j'étais justement beaucoup dans le partage d'expériences avec eux. Finalement, je me retrouvais un petit peu dans leurs histoires, et c'est beaucoup, souvent, malheureusement, ça se termine en phobie sociale, et tous les adolescents n'arrivent pas à surmonter évidemment la problématique de la phobie scolaire. Il y a ce qu'on appelle le décrochage scolaire. C'est ça. Voilà. Parce qu'ils ont, en fait, vous dites souvent les enfants précoces, ce sont des enfants qui ne savent pas sûrement qu'ils sont précoces, mais qui sont en décalage finalement avec le reste et qui n'ont plus envie de travailler, mais ils ne savent pas pourquoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, on dit précoce, mais c'est vrai que c'est des termes un peu que je trouve qui correspondent pas, qui semblent indiquer une avance qu'on aurait sur les autres, alors qu'en fait, ce sont des enfants intellectuellement différents. En fait, c'est pas, on a le cliché du surdoué un peu qui va résoudre une équation à 3 inconnus, et en fait, pas forcément. Ils peuvent être dyslexiques, dyscalculiques. Ils peuvent subir beaucoup de troubles liés à la précocité, et j'aime beaucoup le terme de Jeanne Suot-Fachin qui emploie le terme zèbre pour justement dire qu'en fait quelque part on est similaire aux autres en apparence, comme si on était tous des chevaux, et les zèbres ont des rayures, donc c'est la particularité qui les distingue finalement des autres, et les précoces entre guillemets c'est un peu ça, je veux dire. Il y a intérieurement, je veux dire, c'est vraiment différent, le fonctionnement, la façon d'aborder les choses, l'hypersensibilité, c'est vraiment, voilà.
Et comment vous avez aidé ces enfants? Enfin, comment l'association aussi a aidé ces enfants? Est-ce qu'un enfant en décrochage scolaire, en phobie scolaire, en phobie sociale peut s'en sortir? Oui, bien sûr. On a été beaucoup dans le partage d'expériences. On a écrit un livre que je vous avais présenté quand j'étais venue et qui a été très utile pour les parents parce qu'il y avait le témoignage d'une part des enfants concernés, le regard un peu des parents sur la situation, les professionnels aussi qui donnaient leur avis, parce que je pense que c'est important que les professionnels dans le milieu de la santé puissent aussi donner leur avis. Et on faisait beaucoup de groupes de parole justement où on réunissait parents et adolescents. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de faire du partage d'expérience avec les adolescents et aussi rassurer les parents, parce que bon, même s'ils sont pas directement concernés, ils sont quand même fortement impactés. Donc aujourd'hui, vous avez eu la chance d'abord de pouvoir effectuer un entretien. Vous étiez encore donc à l'association. Hein. Vous avez effectué un entretien au sein d'Aix-Marseille grâce à votre sœur pour un poste de responsable pédagogique dans le cas des remplacements sexualité en milieu scolaire. Et alors que même que vous étiez, vous dites, incapable de mettre un pied dans un établissement scolaire. Donc il a fallu mener cet entretien professionnel en mettant sur cette longue période de 10 ans. Et en fait, vous êtes arrivé à la fin de votre contrat et vous avez souhaité dire la vérité sur votre parcours à votre supérieur hiérarchique. C'était un pari risqué, effectivement. Mais comment ça s'est passé ? J'étais en remplacement d'un congé maternité de 6 mois et je me suis rapidement dit que dans le monde du travail, j'avais pas envie que ça se passe de la même façon qu'à l'école. Enfin, j'avais pas envie de mentir. J'avais passé 10 ans justement en phobie sociale et puis souvent, on sait que les gens, la première question qu'ils posent, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et là, c'était un petit peu compliqué d'y répondre. Je voulais pas revivre ça et mentir encore une fois, donc je me suis dit, je veux qu'elle sache en réalité avec qui elle a travaillé. Je voulais pas qu'elle le sache avant pour pas être favorisée, pour pouvoir faire mes preuves comme tout le monde. Donc je lui ai laissé, vu que c'est un médecin, elle était souvent elle était au bloc opératoire, je me suis dit je vais lui laisser une lettre et puis je serai partie, donc on n'aura pas le temps forcément d'en parler, mais au moins elle saura. Le petit souci c'est qu'elle est sortie du bloc plus tôt, donc elle a lu la lettre et elle m'a appelé immédiatement en me disant, en étant un peu confuse, en me disant mais j'ai absolument pas vu, en plus je vous ai laissé livrer à vous-même avec une clé USB, parce qu'en gros j'ai pas eu vraiment de formation, j'ai eu une clé USB, je devais me débrouiller un peu avec ça, parce que l'autre personne ne pouvait pas me former, donc elle était vraiment très surprise, parce que j'ai réussi à compenser, j'ai réussi à faire le travail pour lequel j'étais engagée, mais c'est vrai que j'ai eu des grands moments de solitude, parce que c'est comme être projetée en fait, directement dans le monde du travail sans parachute, quoi. C'est assez brutal. Courage. Merci. Donc vous en êtes sortie brillamment, d'ailleurs, oui. Et vous avez donc vous êtes retrouvée par la suite dans un second poste, un poste d'assistante de direction au cabinet de la présidence d'Aix-Marseille Université. Tout à fait. Et alors là, vous y êtes encore ? Là non, là j'ai fait une autre mobilité ensuite et là je viens d'en faire une il y a un an encore de nouveau à la direction des affaires financières donc d'Aix-Marseille Université, mais ce qui est assez amusant aussi puisque bon à la base j'étais pas très amie avec les chiffres, j'avais eu un harcèlement d'un professeur de maths donc voilà, donc je trouve que c'est assez amusant comme situation, mais c'est vrai que le deuxième poste était quand même assistante de direction au cabinet de présidence, c'est quand même une grosse responsabilité, une grosse pression de travail, c'était mon deuxième emploi donc c'est assez brutal pour un deuxième emploi. Donc on relevait le niveau encore d'un cran supérieur. Mais je voulais pas y aller au départ, j'étais un peu impressionnée par le poste et les responsabilités, mais je me suis dit, je vais tenter l'entretien et on verra bien. Donc je l'ai fait. Pareil, il a fallu quand même un petit peu mentir sur le parcours réel. Et j'ai très rapidement voulu dire aussi à mes collègues le parcours, parce que je me suis dit que le partage d'expérience, c'est pas pour parler de moi en particulier, c'est juste pour montrer qu'au final, on a beaucoup en entretien de méthodes de recrutement qui sont légitimes, bien entendu, mais qui, au final, je veux dire, quelqu'un qui n'est pas forcément diplômé ou n'a pas forcément le parcours attendu peut très bien remplir la fonction pour laquelle il est recruté. Et je voulais justement mettre ça en avant et ça a été très bien reçu à ma grande surprise, y compris par le président de l'époque, parce que c'est quand même assez particulier. Je veux dire, ils auraient pu largement être un peu déroutés. Bon, ils l'ont été, mais ils l'ont très bien accueilli et ça m'a permis d'être moi aussi. C'était important pour moi de pouvoir travailler, faire mon travail en étant acceptée telle que je suis avec le parcours que j'ai. Et aujourd'hui, alors, vous en êtes où ?
Aujourd'hui, donc du coup, je suis gestionnaire financier à la direction des affaires financières. J'ai fait beaucoup de mobilité à Aix-Marseille Université parce que je m'intéresse vraiment, au monde universitaire. Mais c'est vrai que c'est assez amusant de travailler en fait pour l'enseignement supérieur en ayant moi-même finalement pas jamais mis un pied à l'université. Donc ça m'a beaucoup réconcilié, on va dire, avec. Ça a beaucoup guéri, on va dire, la petite fille que j'étais de pouvoir atteindre cet objectif-là et au-delà de ça, c'est très important pour moi, effectivement, d'être dans le partage d'expériences. Et le premier poste aussi a été vraiment déterminant. On était dans le thème de l'éducation à la sexualité, donc il y avait quand même de la prévention dans un tout autre genre. Mais ça m'a permis de faire des interventions en milieu scolaire, chose qui était complètement impossible auparavant. Enfin, je pouvais pas rentrer dans une école, c'était pas possible. Donc ça m'a forcé un petit peu à me guérir de ça. Et je trouve que c'est un parcours assez atypique, mais c'est aussi une chance de pouvoir le partager et de faire un peu changer le regard sur, surtout pour les parents, sur le fait que leurs enfants finalement peuvent s'en sortir malgré ça. Qu'est-ce qui vous a... vous nous avez raconté votre histoire avec toute votre sincérité. Quel a été le déclic à quel moment a été le déclic en vous disant maintenant stop? Vous voulez dire pour... Il faut que j'aille de l'avant et il faut que je sorte de ce cursus. Quel a été votre déclic? Est-ce que c'était le départ en Belgique pour voir votre compagnon? À l'époque, ça a pu être ça, mais je pense que c'était surtout quand je me suis retrouvée dans l'association avec les personnes en situation de handicap. Je voulais pas y aller. Ma sœur m'a un petit peu forcée en me disant tu iras, ça te montrera d'autres horizons. Mais j'avais peur à cause de mon hypersensibilité de mal réagir, d'être trop affectée par ça. Et quand je suis arrivée, il y a une personne autiste qui n'approchait personne, en l'occurrence, qui m'a prise par la main et directement est allée vers moi. Et d'un coup, je me suis sentie à ma place. Je me suis dit, je suis parmi les miens, en quelque sorte, bien que je n'avais pas de handicap, contrairement à eux, ni visible. Mais elle, justement, elle n'avait pas forcément un handicap visible, mais elle avait l'air de le vivre plutôt bien, en tout cas, de s'accepter telle qu'elle était. Je me suis dit que finalement, moi aussi, c'était possible que je trouve ma place. Et donc, du coup, ça a été... ça m'a fait un déclic et je me suis dit, j'ai envie d'être dans l'humain et dans le milieu associatif. Et donc, j'ai rejoint l'association Phobie Scolaire que je connaissais, en fait, depuis que j'étais en phobie scolaire. Et je m'étais promis d'y rentrer quand j'irai mieux, en fait. Donc, on sent dans votre histoire quand même beaucoup de courage et de résilience. Et moi, je suis très fière de vous parce que je vous ai connue il y a 8 ans dans cette association. Et vous étiez déjà très courageuse de venir parler, de l'association. Et puis là, vous êtes une femme accomplie puisque vous avez... passé beaucoup d'étapes et surmonté beaucoup de choses et je vous en félicite et c'est un très beau témoignage pour les parents d'enfants en phobie scolaire. Je pense qu'il ne faut pas désespérer, mais que finalement, d'après votre histoire, la réponse est en vous. Vous pouvez vous faire aider, les enfants peuvent se faire aider par des professionnels, par des associations, mais je pense que la réponse est en eux. Je pense que surtout, oui, ça met fin... Ce que j'aurais envie de dire, c'est que ça peut mettre énormément de temps. Pour ma mère, ça a été quand même énormément de temps, 10 ans. C'était un pari très risqué, mais elle a toujours pensé que je m'en sortirais, mais à mon rythme. Donc c'était un rythme effectivement beaucoup plus long que la moyenne. Mais ça n'empêche pas l'arrivée de s'accomplir et malgré les épreuves, parce que évidemment, ça se termine bien, mais il y a des cas où malheureusement les enfants ont des pensées noires. Ça m'est arrivé aussi et je pense qu'il y a aussi énormément un facteur chance. J'ai eu énormément de soutien et j'ai eu beaucoup de résilience, beaucoup de force. Je me suis beaucoup, challengée, mais c'est vrai que c'est pas le cas de tous les enfants. Tout le monde n'a pas le mental pour résister à ça et c'est pas évident non plus pour les parents. Donc je trouve que c'est important de savoir que c'est possible et moi personnellement j'accorde beaucoup d'importance à ne pas oublier d'où je viens et c'est quelque chose dont je parle volontiers même au travail pour sensibiliser sur la question. Est-ce que vous êtes fière de vous aujourd'hui? Je dois dire que, oui quand même, je pense que la petite fille qui est pas loin que j'étais est très fière du parcours. C'est surtout à elle que je pense quand j'accomplis des choses. C'est jamais très évident, j'ai toujours quelques restes quand même de phobie sociale, il y a toujours des petites choses qui restent, mais j'essaie au maximum justement d'être l'adulte que j'aurais aimé avoir et je pense que c'est cette petite fille-là que j'essaie de
enfin voilà, de contenter, on va dire, quand j'entreprends quelque chose. Écoutez, Eudoxie, merci pour ce témoignage très touchant. Et je vous dis, je suis encore plus touchée parce que je vous ai rencontré il y a 8 ans. C'est vrai. Et je suis très fière de vous, vraiment. Merci. Et merci de l'avoir partagé. Et j'espère que vous, parents, vous avez eu une lueur d'espoir. Enfin, je pense qu'il ne faut rien lâcher sur l'accompagnement de ces enfants. Tout à fait. L'association Phobie scolaire est toujours en activité ? Plus que jamais, Ouais. j'invite vraiment enfin, voilà, les parents à aller sur le site, ce qui est très bien fait, où on peut trouver toutes les ressources nécessaires, y compris une feuille de route pour savoir dans quel ordre commencer au niveau des démarches en cas de phobie scolaire. Et voilà, c'est des parents qui mettent vraiment du cœur dans cette association, donc je pense qu'il est important de s'en rapprocher, y compris de professionnels. Et moi, me concernant, évidemment, je suis toujours dans le partage d'expérience. J'ai toujours quelquefois des parents qui me contactent pour avoir justement des conseils, et je me rends toujours disponible, quoi qu'il en soit, voilà, pour ces parents-là. Eudoxie, merci. Merci à vous de m'avoir reçu. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.